Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International en ce dimanche 26 janvier 2025. Et tout de suite, vous écoutez On en parle à Taïwan. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, Florian Dae et de Sasa. Et donc aujourd'hui nous allons traiter de 3 sujets plus ou moins en rapport avec l'actualité. Je sais que personnellement c'est plus un sujet général, un peu plus dans l'histoire. Toi ça sera en rapport avec quoi ? Alors moi ça sera un sujet un peu insolite et léger parce que j'aime bien souvent les sujets sérieux, mais là je me suis dit quand même pour le nouvel an lunaire j'ai trouvé quelque chose d'un peu décalé, mais je vous en dis pas plus, sauf que ça se passe dans le métro de Taipei pour le nouvel an lunaire. Et moi, je vais vous parler d'un concours de contes, le fait de raconter des histoires, donc à l'oral, en langue Hakka, qui a eu lieu récemment à Miaoli. D'accord, et de mon côté, on va parler donc du barbecue mongol. Je vais pas vous en dire plus, parce que c'est justement le sujet dont je vais vous parler. On va peut-être commencer par les... Par les histoires ? Par les histoires Hakka ? Ouais. Donc c'était la première fois qu'une telle compétition a eu lieu. En fait, c'était vraiment sous forme de concours. Et c'était donc à Miaoli, dans le comté dans la ville de San'yi, ou le village plutôt, qui est un endroit qui est très connu pour sa sculpture sur bois aussi. Mm-hmm. C'est vraiment un petit village, mais en fait, il y a un musée de la sculpture et c'est très très célèbre à Taïwan pour la sculpture sur bois. Et donc, ça fait partie d'une région où on parle beaucoup le Hakka. Et donc, c'était un concours qui était organisé avec la participation de 13 écoles maternelles et 48 écoles primaires et secondaires qui ont formé 142 équipes pour un total de 180 participants. Wow. Donc, il y avait quand même beaucoup de monde. Cette compétition a été ouverte par la vice-maire la maire adjointe de Miaoli, Cholili, qui est d'origine Minnan, donc le Hakka n'est pas sa langue maternelle, mais elle a quand même prononcé un discours en Hakka pour l'occasion, en déclarant que même si c'est Taoyuan qui compte la plus grande population de Hakka avec 900 000 personnes environ, c'est quand même Miaoli qui a la densité de population la plus importante, avec presque les 2/3 de la population qui sont Hakka à Miaoli. Donc voilà, pour vous situer un petit peu... Donc Miaoli, c'est sur la côte... nord-ouest de Taïwan. Voilà. Donc, la compétition était divisée en 4 catégories. Il y avait la catégorie parents et enfants. Ensuite, il y avait les 3 premières classes d'école primaire, puis les 3 suivantes, parce que ça dure 6 ans à Taïwan. Et ensuite, les collégiens et collégiennes. Et donc, l'objectif, c'était de raconter une histoire en langue Hakka, avec enthousiasme, parfois avec des vêtements traditionnels Hakka aussi, parfois avec plus de gestes un peu théâtralisés. Donc ça a eu beaucoup de succès. Et c'est assez important parce que c'est la première compétition de ce style qui est organisée, mais ça ne sera pas la dernière, d'après les organisateurs, donc, qui était la Chambre de commerce Hakka de Taïwan. Ils avaient donné un total de 300 000 $ taïwanais, donc 10 000 € de prix pour cet événement. Et le président de cette chambre de commerce, Ye Chunrong, a déclaré que l'objectif était de vraiment organiser ce type d'activité à d'autres endroits aussi, donc à Taipei, à Taoyuan et dans d'autres lieux partout à Taïwan. Il faut savoir que selon lui, donc, il y a 5 millions de Hakka à Taïwan, mais seulement 1,8 million d'entre eux parlent le Hakka, donc c'est à peu près... c'est moins que la moitié. C'est moins que la moitié, c'est presque le tiers. Et donc il espère vraiment que l'organisation de ce type d'événement participe à préserver et revitaliser la langue.
Mais du coup, j'avais fait une série d'émissions en interviewant la directrice du service en langue Hakka de RTI pour Taïwan dans toute sa diversité. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les spécificités des Hakka à Taïwan, vous pouvez les réécouter. Mais elle m'avait dit qu'il y avait différents accents qui sont assez différents en Hakka. Alors, comment ils ont fait pour ce concours ? Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour ce concours en particulier. J'imagine que vu que c'était quand même juste avec des participants de Miaoli, il y avait un peu moins de diversité linguistique que si c'était organisé à l'échelle nationale. Mais effectivement, oui, c'est même plus que des accents, en fait. Ce sont des dialectes Hakka parce qu'il n'y a pas vraiment d'intercompréhension, ou pas totale, en tout cas, d'une variante de Hakka à l'autre. Oui, j'allais dire, j'avais été en fait à l'expo Hakka international qui avait lieu l'année dernière à Taoyuan, et il y avait des ateliers comme ça qui nous montraient en fait dans les 5 dialectes Hakka les différences. En fait, c'est quand même assez marqué en termes de linguistique. C'est vraiment pas des langages très très proches avec juste des petites différences sur certains mots. C'est vraiment des accents différents, etc. Et on peut l'expliquer si les gens connaissent un peu l'origine des Hakka. Vous savez d'où ça vient ? Ça vient de Chine et après du Sud. C'est ça, il y a eu beaucoup de migrations en fait. Voilà, mais là où ils sont installés quand même depuis plusieurs siècles, c'est quand même dans le sud, entre le Guangdong, le Fujian et un petit peu, je crois, le Jiangxi. Mais c'est dans les montagnes. Et donc souvent on le retrouve en fait en Chine, que ce soit dans le Hunan ou dans des endroits un peu montagneux. D'une montagne à l'autre, en fait, ça change totalement c'est la même racine linguistique, mais ça change totalement les accents, vu qu'il y a des accents toniques, enfin des accents de langue en chinois. Ça peut changer de ton, etc. Ça peut être prononcé de manière totalement différente, et en cas c'est le cas aussi. C'est vrai, parce qu'il y a pas mal d'isolation en fait d'un endroit à l'autre. Et puis tout à l'heure, j'ai utilisé le mot revitalisation, donc c'est aussi parce que à Taïwan, toutes les langues autres que d'abord le japonais et puis le mandarin ont été interdites pendant très longtemps. Donc c'est aussi à rappeler qu'il y avait la loi martiale entre 1949 et 1987 qui interdisait de parler, que ce soit à la maison, à l'école, n'importe où, les autres langues que le mandarin. Donc ça a porté un coup très fort au Hakka, puisque à l'origine il y avait 14 dialectes. Là tu parlais tout à l'heure de 5, mais il y en a plusieurs qui sont déjà disparus ou à peu près, et donc 5 majoritaires qui sont encore parlés. Après 1987, il y a eu tout un mouvement pour la revitalisation de la langue, avec la mise en place de médias, donc de publications papier, de radio, télévision en langue Hakka. Et il y a eu aussi la loi basique Hakka qui est passée en 2008 et qui a été amendée en 2018, qui contribue à promouvoir les droits de la communauté Hakka. Voilà. Oui. On peut rappeler aussi qu'à Taïwan, il y a je crois que ça s'appelle des maisons du Hakka, ou des centres culturels Hakka, un peu dans toutes les villes. Il y en a un à Taipei, il y en a un dans le nouveau Taipei, il y en a un à Taoyuan, etc. Chacun un peu a sa version de présenter la culture Hakka d'une manière un peu différente, je trouve aussi. C'est ça qui est un peu intéressant, c'est que c'est pas vraiment très homogène d'un endroit à un autre. Et celui de Miaoli, le plus important, est quand même très très spécial, puisqu'il est dans la représentation d'un Tulo ou Yuanlo, ça dépend des gens, mais ces maisons fortifiées, ces cités fortifiées de forme ronde, forme ronde, qui représente aussi un petit peu cette culture un peu à part, puisqu'ils étaient souvent quand même attaqués ou un peu stigmatisés en Chine, parce que c'était justement des gens qui venaient d'une autre région de la Chine et qui s'étaient installés dans ce bassin, dans ces montagnes aux alentours, et pareil, ils étaient toujours repoussés dans les régions montagneuses, ils pouvaient jamais vraiment être inclus dans la société chinoise locale. Voilà. Et maintenant, ils sont surtout présents donc, dans le nord-ouest de Taïwan, vers Taoyuan, Hsinchu et Miaoli. Un petit peu aussi dans le sud de Hualien vers Taidong, et puis entre Kaohsiung et Pingdong, aussi près des montagnes. Meinong étant l'endroit le plus connu, je pense, dans ce coin-là. Mais... C'est aussi là où il y a le chanteur Lin Chanxiang, qui est un chanteur très connu en langue Hakka, très créatif. Voilà.
Ouais, pour donner pour ce ouais, parce que- concours d'histoire qui a eu lieu lundi dernier à Miaoli. Eh bien, on va continuer dans de la culture aussi, un peu différente, cette fois de la culture culinaire. Je pense que nos auditeurs savent que j'ai un intérêt particulier pour les histoires autour de la culture culinaire à Taïwan. Et donc, je vais vous parler du barbecue mongol. Alors, ma première question, à vous qui êtes là, c'est est-ce que vous en avez déjà mangé? Non, 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 jamais. Vous savez ce que c'est au moins? non. non plus. Vous avez jamais vu dans les stands, etc., dans les marchés de nuit souvent, c'est dans les marchés de nuit, mais c'est un peu partout à Taïwan. C'est Mongo Kaojo. Et en Non. fait... Et donc le barbecue mongol, ça n'a rien à voir avec ni la Mongolie ni avec un barbecue en fait. C'est ça Ah qui est bon? très drôle. Non. Et c'est tout ce que je vais vous raconter en fait dans mon anecdote et ma chronique d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de barbecue en Mongolie. Si. Mais ça, en fait, le nom mongol est pour. Je vais vous l'expliquer, mais Ok. ça a des liens avec la politique. Ah bon? Bah dis donc. Et le nom barbecue, c'était parce que. Comment expliquer? C'était un petit peu. Quelque chose de grillé quand Voilà, même. c'était grillé, c'était sauté, mais c'est des plats sautés en fait, sur planque chaude. Mais c'était un peu le nom du bâtiment en fait. C'est pour ça que c'est devenu le barbecue mongol généralisé. Et donc oui, comme je dis, ça n'a rien de mongol et rien d'un barbecue. Déjà, c'est une invention 100% taïwanaise. Donc, en fait, ce plat a vu le jour à Taïwan dans les années 50. L'homme derrière cette création est Wu Zhaonan, un comédien chinois arrivé à Taïwan en 1949 après la guerre civile. Wu s'est installé à Danshui au bord de la rivière et voulait offrir quelque chose de nouveau aux clients de son petit restaurant. Inspiré par les techniques de cuisson chinoise et l'envie de marquer les esprits, il imagine alors un plat sur plaque chauffante géante. Et c'est pas la tradition actuelle n'est plus trop dans ce genre-là, mais lui sa spécialité c'était une énorme plaque chauffante. Donc en fait vous aviez un four à bois c'est peut-être devenu à charbon après, et vous aviez une énorme plaque chauffante ronde qui Dessus. faisait peut-être à peu près 5 mètres de diamètre. Et donc sur cette plaque chauffante, il fait sauter viande et légumes avec l'esprit d'avoir quelque chose de visuel. La salle de cuisson était vitrée pour que ce soit vu par tout le monde, et parce que c'était un vrai spectacle, hein, avec une énorme spatule griller les viandes et les légumes comme ça en grande quantité pour les clients. C'était un vrai spectacle. Un peu comme un teppanyaki géant, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est un peu l'idée. Mais c'était un peu différent dans le sens où le teppanyaki, tu le fais à la commande en petite quantité devant toi. Alors que là, c'était vraiment une énorme plaque chauffante où les mêmes plats étaient toujours préparés ensemble. Il y avait beaucoup moins de variété, donc hop, d'un coup, ils faisaient des grandes quantités d'une même commande ou d'un même type de nourriture. Alors ça s'est un peu évolué depuis, parce que maintenant on est un petit peu dans une version où on fait son choix de légumes, etc., comme dans tous les plats taïwanais. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Pour le lu wei, on a toujours un type de pour la préparation au soja braisé. Vous avez toujours plein de légumes différents, et bien là c'est pareil. Vous avez plein de légumes, d'herbes, etc. Vous choisissez un type de viande, soit porc, bœuf ou Poulet. ou surtout le mouton. Ah oui. Et donc après, vous pouvez aussi choisir des types de piments frais, des gros ou des petits, plus ou moins pimentés. Et après, donc vous mettez tout ça dans un gros bol, vous le donnez au marchand et vous faites sauter tout ça sur une toute petite plaque chauffante. Maintenant, c'est la version que vous verrez le plus souvent dans les rues. Et c'est vrai que ça attire pas trop l'œil. Les gens n'y vont que très peu quand ils connaissent pas. Mais moi, j'aime beaucoup, en fait, parce que c'est très varié. Vous avez quand même une énorme quantité de légumes, et c'est prêt en 5 minutes. Et vous avez en plus, dans la version actuelle, la possibilité, en fait, de boire du thé à volonté. Et vous savez, un petit peu le thé rouge, là, très sucré, là, qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les teppanyaki. Ou encore le thé noir, pardon. Ou encore du riz à volonté en plus. Et vous pouvez aussi demander à avoir des nouilles
Voilà. Et pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Est-ce qu'ils ont un programme spécial pour le Non, Nouvel An lunaire Il n'y a pas d'actualité, en fait. C'est juste que... Ah d'accord, t'avais trop faim et t'avais trop envie de nous en parler. Voilà, c'est j'avais ça envie d'en parler parce que j'avais trouvé un article là-dessus et c'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose d'actuel. C'est juste que moi, je trouve que c'est intéressant quand même de pouvoir un petit peu faire découvrir ce truc-là parce que c'est pas quelque chose dont on parle quand on parle de Taïwan. On parle jamais de ce produit-là, alors que c'est vraiment une création taïwanaise. Mais alors pourquoi ça s'appelle barbecue mongol? Et donc pour revenir un petit peu donc à l'historique de ça, donc il a commencé, Wu Zaonan a commencé à faire ça, à inventer cette façon-là de faire la grande poêlée devant tout le monde dans les années 50. Et donc dans les années 70, le barbecue mongol connaît son âge d'or et il ouvre un autre restaurant qui s'appelle Kaozhou Xian. La room du barbecue et le premier restaurant dédié à ce plat. Vraiment, à l'époque, c'était juste une des spécialités du restaurant. Et vu que de plus en plus de monde a aimé ça, il a ouvert une autre boutique aussi à Damshui qui s'appelle Kaozhou Xian. Donc, on a déjà la partie barbecue. En fait, c'est parce que c'était le nom du restaurant, Kaozhou Xian. Et le côté mongol, alors? Alors, le côté mongol. Donc, faut savoir que le lieu devient prisé par les diplomates, les hommes politiques et les hommes d'affaires de Taipei. Et le bord de la rivière d'Anshui se transforme en un lieu un peu chic, un peu... je sais pas, le Zhongshan de l'époque, quoi. Là, si vous connaissez le quartier de Zhongshan à Taipei, c'est un quartier nouvellement développé, quoi, on va dire. Voilà, nouvellement développé, avec assez très populaire. Et donc, beaucoup de voitures de luxe s'y rendaient, avec une ambiance très animée. Mais le barbecue mongol n'était pas qu'un repas, c'était aussi un moyen pour Wu et ses contemporains de recréer un sentiment de maison dans l'exil. Wu est originaire de Pékin et a utilisé la cuisine comme un pont entre son passé et son actuelle situation à Taïwan et ainsi lier ses souvenirs à sa réalité. Ouais, mais il est toujours originaire de Pékin et pas de Mongolie. Voilà. Ouais, parce que ce que j'adorais à Pékin, c'était les brochettes du Xinjiang. Oh là là, la viande de mouton pimentée. Elles sont encore meilleures à Ulaanbaatar. Oh là là, ça doit être trop bon. ou même à Xi'an. Et donc le truc, pourquoi c'est Pékin et pourquoi c'est mongol et pas Pékin, c'était pour des raisons politiques. Ils préféraient en fait dire le nom barbecue mongol, qui avait en plus une idée un peu plus exotique que de dire un barbecue pékinois. Qui n'est pas forcément très populaire à Taïwan. Qui n'était pas populaire du tout à Taïwan, était très mal vu même un petit peu. Et donc Pékin, l'opposition, etc., les communistes. Donc ça, c'était vraiment pas très bien vu, le nom Pékin dans une spécialité. Je crois qu'on le retrouve d'ailleurs aussi dans le canard laqué, où on va très peu dire le canard laqué de Pékin à Taïwan. Parce que c'est aussi, je pense, plus proche de la tradition du Sud. Parce qu'on ne le mange pas du tout de la même manière à Pékin, et ici, c'est plutôt comme dans le Sud, non? Il y a aussi la façon du Shandong, donc ça dépend. D'accord. Forcément, Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas non plus assez de Mongols à Taïwan pour avoir porté plainte pour plagiat. Donc c'est sûrement passé finalement. Barbecue mongol qui n'a rien de mongol. Ok. Et donc en façon restaurant, en fait, ce restaurant a connu son apogée dans les années 70 avec 30 restaurants, vraiment restaurants spécialisés. Wow. Désormais, seuls quelques établissements perpétuent cette tradition, comme le Tangon Mongolian Barbecue ou le Gengis Khan Mongolian Barbecue dans la région, notamment à Tanshui. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de très particulier et assez intéressant en termes gustatifs. Moi, j'aime bien parce que c'est un peu tout ce que j'aime. Et tu es déjà allé alors? Moi, j'y vais souvent en fait. D'accord. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire découvrir aussi aux gens qui viennent à Taïwan, parce que ça change un petit peu du goût taïwanais général qu'on peut avoir et des nouilles au bœuf. Voilà. Ok. Du coup, merci beaucoup. Tu nous fais une belle transition pour notre troisième sujet. Oui, parce que si jamais on n'est pas allé manger au bon endroit ou qu'il nous est arrivé un petit problème ou qu'on a un peu trop bu... Le métro de Taipei a tout prévu.
C'est-à-dire que, en fait, pour le Nouvel An lunaire, j'ai découvert ça, enfin, j'étais un peu étonnée. Le métro de Taipei n'a pas du tout prévu la même chose que pour le réveillon du 31 janvier. Parce que le 31 janvier, il y avait plus de rames de métro pour permettre une évacuation des personnes qui allaient voir le feu d'artifice à la Tour 101. Mais le Nouvel An lunaire, c'est plutôt un moment où les gens mangent beaucoup et parfois des repas bien arrosés en famille. Mais c'est aussi une période où il y a pas mal de weya. Donc les weya, ce sont les fêtes souvent organisées par les entreprises avec tous les collègues et on distribue des enveloppes rouges, les hongbao, et notamment on boit pas mal d'alcool. Donc le métro de Taipei a en effet prévu, un peu comme dans les avions, le petit sachet au cas où au cas où on se sent mal pour les personnes qui auraient trop bu. Alors je crois que dans les avions c'est en papier, mais là c'est en plastique. Et bon, c'est quand même pas dans toutes les stations. Il y en a principalement dans celles qui sont proches de là où il y a des grands restaurants comme Taipei Main Station, Zhongshan et puis Jiannan Road. Donc c'est à côté d'un grand centre commercial par exemple, ou encore Nangang Exhibition Center. Et oui, ça m'a un petit peu interpellée parce que c'est vrai que par exemple à Tokyo, on voit pas forcément qu'au Nouvel An d'ailleurs, un peu tout le temps, surtout vendredi soir, samedi soir, des personnes qui sont complètement saoules et qui sont parfois carrément couchées par terre dans la rue, ou alors qui auraient besoin d'un sac comme ça dans le métro, on va dire ça comme ça. Mais à Taipei, j'en ai rarement vu. Je ne sais pas si vous avez souvent vu des personnes saoules dans le métro à Taïwan. Dans le métro, non. Dans la rue, oui. Dans la rue, ça arrive dans certains quartiers. Je pense notamment au quartier près de près du... Comment ça s'appelle des studios de CTS. Ah, d'accord. Ok. Ouais, là, c'est un quartier un peu de nuit, etc. Rue avec des bars à thé aussi, pas que des bars d'alcool. Hein. Et souvent, les gens finissent dans des bars à thé où ils mangent, et ils font d'autres activités pour être entre amis et discuter, finir la soirée. Et souvent, vu ce qu'ils ont ingurgité avant ça, c'est pas forcément... Je pense que c'est peut-être aussi parce qu'à Taipei, le taxi est moins cher qu'à Tokyo. À Tokyo, c'est vraiment très très cher et c'est pas permis à tout le monde de prendre le taxi. Du coup, les gens sont obligés de rentrer en bus ou en métro, avec le dernier métro, alors qu'à Taipei, c'est quand même assez facile de prendre le taxi au cas où on en a besoin. Mais c'est vrai que le métro de Taipei, il y a une des particularités, c'est qu'il est vraiment très 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 propre. Et peut-être que c'est la propreté, tout simplement, le souhait de garder le métro propre, et peut-être aussi que, comme il y a énormément de personnes qui nettoient les métros, je me suis dit c'est peut-être ces personnes-là qui ont alerté sur le fait qu'au moment du Nouvel An, après les weya, il y avait quelques personnes qui auraient besoin d'un petit sachet ou d'un petit... une petite aide. Donc voilà, en tout cas, ça sera disponible dans quelques stations de métro. Et donc c'est juste pour la période du Nouvel An, c'est ça ? Oui, c'est juste pour la période du Nouvel An. Et voilà, c'est un des nouveaux services qui est offert dans le métro. Parce que je voulais quand même préciser que le métro de Taipei est vraiment complètement différent par exemple du métro de Paris. Non seulement il y a des personnes qui nettoient le métro toute la journée, il y a toujours des personnes au guichet en plus des machines pour acheter les tickets. Il y a sur tous les quais, il y a au moins une personne pour aider les gens, pour la sécurité. Puis par exemple, s'il y a des aveugles ou des personnes en fauteuil roulant, c'est souvent très utile. Il y a des ascenseurs partout, il y a des toilettes partout qui sont gratuites, qui sont propres. Ça, c'est vraiment l'émerveillement pour les personnes, les Parisiens qui viennent en fait à Taipei. Et puis il y a aussi plein de services. D'ailleurs, je crois, Valentin, tu en avais parlé dans une de tes émissions Graines de Business. Il y a par exemple un service de parapluie, Raingo. Oui, c'est vrai, j'en avais parlé. C'est une start-up qui s'est lancée dans le parapluie libre-service. Il y a aussi, par exemple, des casiers pour mettre un bagage en fait, pendant quelques heures si on doit aller quelque part. Il y a maintenant même aussi des services de poste, c'est-à-dire c'est aussi comme des petits casiers. On rentre son paquet, son colis dedans, on tape l'adresse, ou alors on peut recevoir comme ça aussi des paquets.
Enfin bon, bref, c'est assez incroyable le métro de Taipei. Il y a souvent aussi des boutiques qui sont juste à côté du métro ou bien dans les stations de métro. Mhm, Et puis ce qui est important de dire aussi au niveau de la propreté, c'est qu'il est interdit de boire et de manger dans les métros. mhm. Donc ça évite aussi beaucoup de débordements. Ouais, tout à fait. Voilà, bah, en Ouais. tout cas, Moi, c'est vrai que dans le métro, pour donner un petit peu mon anecdote, en tant que papa, ça, j'adore parce que à chaque station de métro, j'ai au moins un endroit où je peux m'occuper de mes enfants, les emmener aux toilettes. Il y a toujours une salle de toilettes aménagée pour autant pour les personnes handicapées, c'est aussi important, Mhm. mais aussi pour les enfants avec des toilettes, des sièges de toilettes plus bas pour Mhm. enfants, aussi une table de linge pour pouvoir changer. Il y a tout ça dans un même espace. Mhm. On peut rentrer les poussettes ou les fauteuils roulants ou Mhm. toute autre chose et c'est vraiment très pratique, quoi. Il y a même du papier et du savon. Enfin bon, bref, Là, il y a tout ce qu'il faut. c'est génial, Et quoi. même là, dans la plupart, il y a même des petits escaliers pour que les enfants puissent monter, se laver les mains, parce qu'il y a un lavabo. Mhm. Vraiment, c'est quand même assez pratique. Mhm. Voilà, donc on fait l'éloge du métro de Taipei. Tout à fait. Non, mais bon, c'est pour remettre aussi en contexte, pour savoir, voilà. C'est aussi peut-être pour ça qu'on n'en voit pas trop des personnes qui vomissent dans le métro, qui font ce genre de choses, enfin, qui ont trop de saleté, etc. Aussi, il y a des toilettes partout, etc. Donc ça aide aussi à maintenir le métro propre. Voilà, ben, on est à quelques jours du Nouvel An. On vous souhaite à tous une bonne année du serpent. Oui. Et On se retrouvera en tout cas pour l'année prochaine, pour la prochaine émission, Mhm. dans l'année du serpent. Sachez que la semaine qui va venir, vous aurez on vous rappelle quand même qu'il y a des émissions spéciales qui sont organisées le 28 et 29. Ouais, Voilà. mardi et mercredi. mardi et mercredi. Très original d'ailleurs, sous la forme justement d'histoires racontées. Tout à fait, avec toute l'équipe au complet qui... Est-ce qu'on fait un teaser qui fera un récit donc ensemble sous forme de pièces de théâtre. Voilà. Si on ne vous l'avait pas, je crois pas qu'on vous l'ait annoncé lors du courrier des auditeurs, donc c'est bien peut-être qu'on fasse une petite voilà. Si vous pensiez l'avoir pendant le courrier des auditeurs, c'est pendant Non pas à Taïwan qu'on vous donne des petits indices sur ce qui va se passer cette semaine, voilà. Et puis du coup, je propose de terminer avec une chanson en langue Hakka. Voilà. Pourquoi pas de Lin Shanxiang, si ça vous dit. Allez, ça marche. Et ben, bonne année à tous et à toutes. Et à l'année prochaine. L'année prochaine, au revoir. À bientôt. Au revoir. 天涯流水